Alors, je vais présenter les trois personnes qui sont sur la scène. Je m'appelle donc Antoine Comalada, je suis président de l'association Bikeville Libre Horizon, entrepreneur et soucieux de notre environnement local. Je vais commencer par présenter Yves Bonnet, mais c'est pas facile parce qu'il y a énormément de choses à dire. Non, je vais dire. Alors, un début de carrière de haut fonctionnaire en 58, préfet du Finistère en 85, préfet de la région Guadeloupe en 86, préfet de la Marne et de la région Champagne-Ardenne en 87, député de la Manche de 93 à 97, mais aussi Yves Bonnet est auteur de nombreux ouvrages, et bien entendu, il est soucieux, comme nous, du mitage éolien sur notre territoire. Fabien Mouglet, notre invité. Alors Fabien Mouglet est un lanceur d'alerte écologiste français, auteur de nombreux articles et de tribunes sur les éoliennes dans Économie Matin. Depuis 10 ans, il dénonce le désastre écologique et financier des éoliennes. Entre 2011 et 2016, il est en lien avec le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice français qui dévoile le scandale de la corruption dans l'industrie éolienne. Fabien est également chef d'entreprise dans le secteur financier et culturel et également élu municipal. Je laisse donc maintenant la parole à Fabien. Je crois qu'il y a le micro, celui-là. Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Et merci aux organisateurs, Antoine Comalada et l'ensemble de son équipe. Et merci à la présence également des élus, car je sais à quel point, en tant que moi-même élu municipal, c'est une mission importante de dévouement auprès de ses administrés. Et donc, eh bien, je salue la présence des élus qui sont ce soir présents. Alors, moi, je voudrais d'abord passer un message d'espoir. Je dirais que c'est mon premier point ce soir. Il ne faut rien lâcher contre l'installation des éoliennes. Et après 10 ans de combat, avec des camarades comme Hervé et sa femme qui sont ce soir présents, Hervé étant le président de Belle Normandie Environnement, BNE, eh bien, nous avons œuvré depuis des années pour eh bien, le fait de rendre public la nocivité de ces monstres d'acier et de fibres de carbone. Car les éoliennes ne sont pas, n'en déplaise à Greenpeace, de jolies fleurs dans la nature, ce sont des monstres composés de béton, de ferraille et de fibres de carbone et de terres rares. Or aujourd'hui, après 20 ans d'installation d'éoliennes dans notre pays, on constate enfin, le début d'une prise de conscience des pouvoirs publics sur le fait que ces éoliennes sont une imposture écologique. Et tout récemment, Stéphane Bern évoquait, dans le cadre d'une interview dans la presse, que dans un avion avec Emmanuel Macron, il survolait la Beauce, et Stéphane Bern disait « Regarde, tu as vu le massacre de cet environnement ?» Et Emmanuel Macron lui a répondu « Je crois que les Français n'en veulent plus. » Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Et puisque hier, dans le cadre du comité de défense écologique, le président de la République a annoncé la fin du projet Europol, un projet ubuesque, de 3 milliards d'euros de dépenses, de la société de consommation, du bétonnage, un projet obsolète. Eh bien, j'espère que le président Macron et son gouvernement, et son ministre de l'écologie, prendra conscience que ces monstres d'acier sont aujourd'hui obsolètes. Et donc, j'ai cet espoir que globalement, parce que la bataille contre les éoliennes n'est pas simplement une bataille locale, c'est une bataille globale, comme on dit, globale et locale, c'est-à-dire que vous vous battez localement
mais les enjeux sont globaux, c'est-à-dire qu'ils sont dans la France entière. Chaque bataille que vous menez dans vos campagnes est une bataille que vous menez également à l'échelle nationale, voire même européenne. Alors, dans ce contexte favorable, selon moi, pour notre combat, eh bien, l'autre jour, j'étais interviewé par un média qui me disait « Vous êtes les Don Quichotte des temps modernes ». J'ai répondu non. Nous ne sommes pas les Don Quichotte des temps modernes. Nous sommes les David des temps modernes. Parce que cette bataille est la bataille de David contre Goliath. Et pour vous rappeler cette bataille, lorsque les Philistins envoyèrent Goliath, ce monstre de 3 mètres de haut, avec des carapaces, avec des armes, comme nos amis promoteurs éoliens peuvent avoir, avec leur communication, leur argent, leurs collaborateurs, leurs lobbyistes, eh bien en face, nous sommes David. Et à la fin, que se passe-t-il? David envoie avec sa fronde une pierre qui terrasse Goliath. Eh bien j'espère que nous sommes tous des David et que ce livre est la fronde qui va terrasser le monstre Goliath, qui sera la pierre qui va terrasser le monstre Goliath. Pourquoi? Eh bien, j'ai écrit ce livre après des années de combat. J'ai d'abord, Antoine l'a précisé, dévoilé le scandale de la corruption dans l'éolien au travers notamment des prises illégales d'intérêt. Alors les prises illégales d'intérêt, c'est simple, ça ne se pratique pas du tout dans les communes. Alors pas du tout. C'est un élu qui installe des éoliennes sur ses terres et qui vote favorablement à l'installation de ces éoliennes. On ne connaît aucun cas. Même localement, on ne connaît pas de cas. J'ai l'impression. Mais en fait, a priori, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir été en relation avec le service central de prévention de la corruption, qui est une institution du ministère de la Justice qui avait été créée par Pierre Bérégovoy. Et ce service est chargé de centraliser les affaires de corruption, de prise illégale d'intérêt, d'atteinte à la probité dans tous les secteurs d'activité. Alors, d'une manière générale, Marianne avait précisé dans un article parlant de ce service qu'il y avait une affaire par mois qui était traitée. Depuis que j'étais en relation avec eux, il y avait une affaire par semaine, uniquement pour l'éolien. En 2014, le service a promulgué dans son rapport d'activité une alerte sur le caractère massif des prises illégales d'intérêt dans le domaine éolien. Suite à cette affaire, il y a eu de nombreuses interventions médiatiques sur le sujet. Les promoteurs ont beaucoup paniqué et ils ont fait du lobbying. Alors d'abord, ils ont envoyé un courrier à l'Assemblée nationale pour modifier le délit de prise illégale d'intérêt. Pas de chance pour eux. J'ai eu le courrier le jour même et on a pu faire une dépêche AFP disant que les promoteurs éoliens demandaient le changement de la loi sur les prises illégales d'intérêt. Alors ils ont obtenu quelque chose d'important, je ne sais pas si c'est eux, mais en tout cas, 1 ou 2 années après, le service central de prévention de la corruption a été supprimé. C'est beaucoup plus simple de casser le thermomètre lorsque le thermomètre montre qu'il y a de la température. C'est ainsi que toutes les lois depuis 3 ou 4 ans, mais en particulier M. Brotte, François Brotte, député qui a déposé toutes les lois pour modifier, supprimer les ZDE, modifier la règle des 5 mâts, libéraliser totalement le marché des éoliennes, François Brotte a été nommé, pour être récompensé, président de RTE, la société chargée du raccordement des éoliennes aux organismes principaux. François Bayrou, d'ailleurs, s'était offusqué de cette situation. Je l'évoque dans mon livre, dans le chapitre concernant les ONG, le lobbying
qui est assez terrifiant, il faut quand même le dire, ces relations qui existent entre les hommes politiques, entre le parti Europe Écologie Les Verts, entre Greenpeace, WWF, qui se parle de la vertu écologique, et qui est partenaire financier des promoteurs éoliens. Hein, sous prétexte de défendre la biodiversité, WWF reçoit de l'argent des promoteurs éoliens. C'est même beaucoup plus intéressant, puisque on apprend que, il y a quelques années, deux frères jumeaux, les Germain, l'un est devenu directeur général de WWF, et l'autre est devenu le patron de la principale boîte d'éolien, qu'il a vendue d'ailleurs à Engie, et WWF était avait pour directeur général son frère jumeau, patron de la société, et ce directeur général était l'ancien patron des fonds d'investissement dans les énergies renouvelables et dans les éoliennes. Donc vous voyez cette interaction qui existe entre certaines ONG et certaines sociétés éoliennes, qui est quand même un scandale absolu. C'est d'ailleurs cet aspect que j'ai dévoilé devant la rapporteure de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet à l'Assemblée nationale, en l'alertant du caractère systématique du financement des ONG environnementales dans du secteur éolien, dans le secteur des associations environnementales. Alors, j'ai ensuite dénoncé ce tarif de rachat. Le tarif de rachat de l'éolien est expliqué dans mon livre, est d'environ 45 € le tarif habituel de l'électricité, dans le marché habituel de l'électricité, de 45 € le mégawattheure en 2017. Pour vous expliquer, globalement, avec les différents arrêtés, on a un tarif de rachat racheté 82 € le mégawattheure. C'est-à-dire que les promoteurs éoliens touchent 2 fois le prix habituel moyen de l'électricité. Mais il a mieux, qu'il a un prix garanti. C'est-à-dire que si le prix de l'électricité tombe à 10 € le mégawatt dans la journée, il touchera toujours 82 € le mégawattheure. Hein, donc c'est quand même... s'il y a un tarif négatif, c'est-à-dire si EDF est obligé de payer pour distribuer son électricité, le promoteur éolien, lui, touchera toujours les 82 € le mégawattheure, en tout cas avec les systèmes anciens, puisque il y a 2 ans, ils ont supprimé ce système de subvention, mais les engagements pour les 20 prochaines années sont de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros, malgré tout. La totalité des subventions que nous payons est, pour l'éolien terrestre, de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros. C'est le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a été rédigé par Julien Aubert, qui l'a souligné. Pour l'éolien en mer, c'est pire. Les 6 centrales éoliennes en mer, j'ai découvert que le tarif de rachat était de 220 € le mégawattheure. Donc on a 45 €, et la différence entre 45 € et 220 € le mégawattheure, c'est une subvention. La totalité des subventions, je l'avais dévoilé dans un article, a été confirmée par la Commission de régulation de l'énergie, et de 40 milliards d'euros. Quand on a dévoilé ça, le gouvernement s'est dit qu'il faut peut-être qu'on renégocie. Alors ils ont renégocié. Alors ils avaient donné une lettre de mission de sources ministérielles, de mes contacts. Les négociateurs, ils avaient 80 à 100 € le mégawattheure. Bon, on peut considérer qu'il fallait soutenir une filière, donc c'était un peu plus cher. Mais Nicolas Hulot, à ce moment-là, a dit « mais je vais démissionner ». Il a fait pression, rappelez-vous, à cette époque-là. Et donc, le président de la République a cédé en accordant 150 € le mégawattheure, hors raccordement. Et comme le raccordement est de l'ordre de 30 € le mégawattheure, on arrive à un tarif de rachat de 180 € le mégawattheure, soit 4 fois le tarif habituel, soit une subvention de 30 milliards d'euros. Alors 30-40 milliards d'euros pour l'éolien en terre.
30 milliards d'euros pour l'éolien en mer. Et comme la petite taxe que nous avons sur notre facture d'électricité ne suffit pas pour payer l'intégralité du surcoût, eh bien la France a une dette à l'égard d'EDF de 10 milliards d'euros. Donc il faut rajouter les 10 milliards d'euros. Bon, si on cumule tout, ça fait de l'ordre de 100 milliards d'euros de subventions pour les 20 prochaines années. Et comme il faut moderniser nos raccordements, puisqu'il faut raccorder les 8000 éoliennes plus celles qui devraient venir, RTE, le fameux patron d'RTE, Europe, vient de nous annoncer qu'il allait falloir dépenser 33 milliards d'euros pour changer notre réseau électrique. Donc là, on en est à combien là? On en est à 130, 140 milliards d'euros de subventions, de dépenses. Et dans mon livre, j'explique comment cet argent est financé. Il est financé par la facture d'électricité. Et pire, c'est ce qui est à l'origine de la crise des Gilets jaunes, il est financé par les taxes carbone sur le diesel, puisqu'en fait, ces taxes carbone sur les diesels servent à financer ces subventions aux promoteurs éoliens. Et donc la crise des Gilets jaunes, elle est issue de l'augmentation de la taxe carbone qui sert à alimenter un fonds qui s'appelle le CAS. Drôle de mot, hein, c'est le CAS du siècle. Le CAS, compte d'affectation spéciale, et ce compte sert à donner et à financer ces subventions qui, je le répète, amènent à des infrastructures qui n'existeront plus dans 20 ans, puisque les éoliennes ont une durée de vie de 20 ans. Bon. Donc vous le voyez, si on prend un schéma global, l'éolien est une imposture financière considérable. Mais malheureusement, ça n'est pas qu'une imposture financière. C'est aussi un scandale écologique. J'avais commencé à évoquer la question tout à l'heure dans mon introduction. C'est un scandale écologique dans les matières utilisées. Les pales des éoliennes sont en fibre de carbone, non recyclable. Aujourd'hui, tous les professionnels du recyclage, et je donne les sources, précisent que les éoliennes ne peuvent pas être brûlées et que ça constitue un énorme problème. L'Allemagne a un énorme problème puisqu'en raison de la fin des subventions aux éoliennes, ils ont plusieurs milliers d'éoliennes qui vont être démantelées et ils ne savent pas quoi faire des pales. 50 000 tonnes, je crois. Oui, c'est plusieurs milliers. Et 200 000 tonnes pour 2000. Tout à fait. Les socles en béton. On nous dit, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu cette émission sur RTL, on nous dit, les socles en béton vont être enlevés. C'est avec 10 000 € qu'on enlève des milliers de tonnes de béton. C'est 50 000 de provision. 50 000, oui, pardon. C'est 50 000, pardon. Mais, oui, pardon. Tout à fait, vous avez raison de me rappeler. Oui. C'est 50 000 € la provision. Mais plusieurs analystes économiques ont précisé que c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. 450 000. D'ailleurs, la preuve, c'est depuis la sortie de mon bouquin, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les promoteurs éoliens viennent d'accepter une augmentation de cette caution bancaire pour la désinstallation. On nous dit qu'on va enlever les socles. Vous savez que les socles, il faut raboter à hauteur d'1 mètre. Mais les promoteurs éoliens font tout pour abaisser la hauteur des socles en les mettant 1 mètre plus bas que le niveau du sol. Comme ça, ils n'ont pas enlevé d'éoliennes, puisqu'il n'y a pas d'éoliennes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste incroyable. Oui, madame. Oui. Alors, les terres rares. Alors, on nous dit donc, je vous rappelle que Greenpeace met sur son titre que les éoliennes, c'est des fleurs. Hein. Je vous rappelle ça. Non, mais c'est quand même incroyable. Les terres rares utilisées. Donc, les terres rares sont utilisées par les aimants des nacelles. C'est utilisé pour transformer, pour créer un système qui va transformer le vent en électricité.
Dans les anciennes éoliennes, il n'y avait pas beaucoup de terres rares. Alors, pour information, on dit terres rares ou métaux rares, indistinctement. Donc des métaux rares sont des métaux très particuliers qui exigent qu'on fasse des extractions de tonnes et de tonnes de pierres, principalement en Chine. Il faut environ 200 kg pour une petite éolienne et 1 tonne de terres rares pour une éolienne en mer. C'est indispensable pour les éoliennes en mer, pour des raisons liées au caractère marin de ces éoliennes. L'extraction de terres rares est tellement polluant que tous les pays occidentaux ont arrêté de le faire dans leur pays. Et ont laissé la Chine réaliser ces extractions de terres rares. C'est la raison pour laquelle la Chine a le monopole mondial, parce que ça a des impacts environnementaux considérables. Alors pour expliquer comment on fait des extractions de terres rares, donc d'abord on détruit tout le paysage. On fait des mines à ciel ouvert, on broie des quantités industrielles de pierre et on obtient une petite poudre. Et là, pour séparer les métaux de la poudre, on fait 10 lavages avec de l'acide sulfurique. Quand l'acide sulfurique a séparé les métaux des matières qui ne sont pas utilisables, et bien ça fait un mélange radioactif, parce que les métaux rares sont associés à une radioactivité. Il y a certaines mines à Baotou, qui est le lieu d'extraction de terres rares très connu, très important, où la radioactivité est 3 fois supérieure à celle de Tchernobyl. Elles sont jolies les fleurs. Elles sont jolies les fleurs, hein, Greenpeace. Hein. Alors les promoteurs éoliens, quand j'ai sorti ça, évidemment, ça fait l'effet d'une bombe, disent il n'y a plus de terres rares dans les nacelles. Pas de chance. De manière documentée, le plan pluriannuel de l'énergie, publié par le ministère de l'écologie, nous précise bien que les éoliennes sont le moyen de créer l'électricité qui exige le plus de terres rares. Et les derniers modèles d'éoliennes utilisent encore plus de terres rares que les précédents. Donc c'est vrai que les éoliennes il y a 20 ans utilisaient beaucoup moins de terres rares, mais maintenant, la technologie avançant, elles utilisent de plus en plus de terres rares. Donc on le voit déjà dans la conception des éoliennes, on est très loin d'avoir quelque chose d'écologiquement correct. Alors, il y a encore une autre imposture. Parce qu'on nous dit, ouais, mais les éoliennes, c'est pour sauver le climat. Ah, on va sauver le climat parce que les éoliennes vont empêcher les émissions de gaz à effet de serre. Bon, je vous rappelle qu'en France, 90% de notre électricité est décarbonée. Pourquoi? Parce qu'on a une vieille tradition nucléaire, 80% à peu près de la production électrique, totalement décarbonée, avec un bilan carbone. Vous savez, le bilan carbone, c'est ce qu'on évalue pour construire les usines, donc de 6 grammes, c'est très très peu. Et on a l'hydraulique, à peu près 10%. Alors on veut donc transformer ça, on est en train de nous dire, on va mettre des éoliennes pour remplacer ça. C'est décarboné, donc de toute façon, l'objectif de décarbonation n'existe pas. Et on va mettre quelque chose d'intermittent. Alors, tout le monde, et là je donne secret à personne, on est venu avec Antoine, les éoliennes sur la route, elles ne fonctionnaient pas. On voit très régulièrement les éoliennes. Donc elles sont intermittentes. Elles ne fonctionnent pas certains moments, et quand elles fonctionnent trop vite, on est obligé de les arrêter. J'ai connu ça en Vendée, à Bouin, où l'éolienne, le 1er janvier, moi j'ai une maison à Noirmoutier, le 1er janvier, on a eu la grande surprise, était-ce un acte providentiel, un acte annonciateur, l'éolienne a littéralement explosé, parce qu'il y avait trop de vent. Donc les éoliennes ne marchent pas quand il n'y a pas de vent, mais quand il n'y a pas trop de vent, elles ne marchent pas non plus, c'est intermittent. Alors, on ne calcule pas l'intermittence en disant ça fonctionne tant % du temps. On a un facteur qui s'appelle le facteur de charge. Alors, le facteur de charge, c'est extrêmement simple. C'est la production réalisée par cette éolienne
par rapport à sa capacité théorique maximum de production, si on considère qu'elle marchait toute l'année. Et tout le temps. Et tout le temps. Avec la même intensité. Et avec sa capacité maximum de production. Et le facteur de charge, il est de 22%. Il y a un universitaire anglais qui a fait les calculs pour les éoliennes anglaises. Alors en France, il est de 22%, en Allemagne, il est de 20%. En Angleterre, il est de 24% la première année, 15% au bout de 10 ans, et 10% au bout de 15 ans. C'est-à-dire que plus les éoliennes vieillissent, moins elles créent d'électricité. Bon, vous imaginez, on est en train d'investir 100 milliards d'euros pour des infrastructures qui seront sans utilité dans 20 ans. C'est juste un scandale. Alors, cette intermittence, eh bien, comme le système électrique doit en permanence, parce que quand l'éolienne ne marche pas, on n'imagine pas que le TGV s'arrête. Hein. Et donc, comme l'entreprise nucléaire n'est pas pilotable, on est obligé de compenser les creux de fabrication d'électricité d'éolienne par des usines au charbon, au gaz et au pétrole, qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc on en arrive à la contradiction que plus on installe d'éoliennes, plus on est obligé d'utiliser des matières fossiles contre soi-disant, on était soi-disant en train de lutter par les éoliennes. C'est le paradoxe incroyable. Et c'est tellement paradoxal qu'en Allemagne, ils ont dépensé 500 milliards d'euros. Ces chiffres sont juste... On n'arrive pas à mesurer tellement ce sont des chiffres énormes. 500 milliards d'euros depuis 20 ans, la Cour fédérale allemande vient de dire que c'était un échec retentissant car il n'y a pas de baisse des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne. Et même l'augmentation. Et donc les lobbyistes allemands, dont certains sont même dans les bureaux du ministère de l'écologie, vous le verrez dans mon livre, les lobbyistes allemands veulent nous vendre leur modèle à nous, qui sommes le pays le plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième scandale. Les industriels du vent allemand, qui ont été à l'origine de l'échec retentissant de l'Allemagne, veulent nous donner leur solution en France. Mais attendez, dégagez. Vous n'avez rien à faire en France. Vous n'avez pas à être dans les bureaux du ministère de l'écologie. L'OFATE, Office franco-allemand de la transition énergétique, composé d'industriels éoliens, de syndicats de promoteurs éoliens français et allemands, qui perçoit 38% de son budget financé par le ministère de l'écologie français et le ministère de l'industrie allemand. Donc, touche des fonds publics, ils sont abrités dans les locaux du ministère de l'écologie. Un lobby. Ils ont infiltré nos institutions pour nous vendre une solution qui a montré son inefficacité. C'est ça qu'on est en train de nous vendre. Et c'est ça que je dévoile dans mon bouquin. Alors tout ça, c'est... Vous voyez... D'ailleurs, pour revenir sur les émissions de gaz à effet de serre, en France, c'est RTE qui a précisé qu'il y avait, malgré le développement des énergies renouvelables, une augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2017. Période pendant laquelle on a augmenté nos installations d'éoliennes. Donc on se retrouve exactement dans la même situation que l'Allemagne. Alors tout ça, c'est déjà un élément qui fait dire qu'il faut tout de suite arrêter cette affaire. Mais en plus, il y a les problèmes de santé. Il y a les infrasons. La NASA a dévoilé il y a 30 ans que les éoliennes déployaient, produisaient des infrasons. Alors les promoteurs éoliens disent « Mais non, ça ne produit pas de bruit. » Sauf que les infrasons, ce sont des bruits non audibles qui ont des conséquences désastreuses pour la santé.
À Hong Kong, le gouvernement chinois vient d'utiliser des pistolets à infrasons. Les États-Unis ont créé une nouvelle arme globale avec des infrasons. C'est une arme de guerre, l'infrason. C'est utilisé comme arme de guerre. Et aujourd'hui, on nous met des usines à infrasons dans toute l'Europe. Comment voulez-vous que les gens soient en bonne santé à proximité des éoliennes? Il y a des alertes mondiales. En Allemagne, l'Académie de médecine allemande a lancé une alerte il y a quelques années. En Australie, la commission d'enquête parlementaire en Australie a dénoncé les problèmes de santé publique. Au Canada, l'association des médecins de famille canadiens a dénoncé les problèmes de santé qui étaient liés aux infrasons, à l'électricité tellurique, à l'électricité sale. Derrière, c'est pas simplement la santé humaine, et vous en avez entendu parler dans les médias, ce sont les vaches maintenant qui souffrent. 300 vaches qui sont mortes à nausée. Alors, on nous a dit, ah non, les médecins français ils disent non, non. En fait, c'est parce que vous avez eu des informations négatives sur les éoliennes et vous avez un effet nocebo. C'est l'inverse de l'effet placebo. C'est la tarte à la crème des promoteurs éoliens. C'est les anti-éoliens qui vous rendent malade. Vous n'êtes pas malade à cause de nos machines. C'est parce que vous avez des informations négatives dans les réseaux sociaux. Et en fait, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes de tachycardie, si vous avez des problèmes de vertige, c'est à cause des informations négatives. C'est à cause des médecins qui lancent l'alerte. Sauf que le pas de chance, c'est qu'à Nozay, les agriculteurs qui avaient installé les éoliennes sur leur terre, ils étaient favorables aux éoliennes. Et leurs vaches, elles sont mortes. Et je ne crois pas que les vaches, elles aient une connexion à des réseaux sociaux. Non mais, donc, ça semble difficile de dire. Alors on dit, oui, mais c'est pas direct. C'est-à-dire que les éoliennes n'ont pas eu d'impact direct sur la mort des vaches. Et sauf que les vaches sont mortes à partir du moment où on a installé les éoliennes. Et quand on a arrêté les éoliennes, il y a eu une meilleure production du lait, les vaches ont arrêté de mourir et les gens ont senti leur cadeau de vie bien meilleur. Et dans la, comment on appelle ça, l'endroit où on va traire les vaches, la qualité des vaches, du lait des vaches, et le métal, la stabulation était de meilleure qualité. Alors vous voyez, le sujet, l'heure est grave. À l'heure où l'Assemblée nationale doit rendre son rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet des énergies renouvelables. Alors pourquoi tout ça? Et je finirai en quelques minutes. C'est le développement de mes 3 derniers chapitres. Des ONG financées, une corruption généralisée en Europe avec des cas édifiants en Espagne, des cas édifiants. Et puis, le dernier point, la mafia, Cosa Nostra, en Italie, où le représentant du chef suprême de Cosa Nostra, eh bien, il a un représentant dans l'éolien, il s'appelle Vito Nicastri, il a été arrêté, il vient d'être arrêté, avec des développements de leurs activités au Luxembourg, en Allemagne, avec des holdings qu'ils ont créés, qui interviennent partout en Europe. Tout ça est documenté. Donc on le voit. Derrière ces problématiques, on veut nous installer des monstres d'acier qui polluent notre environnement, qui sont constitués par des matières premières polluantes et non recyclables, qui émettent des gaz à effet de serre et n'empêchent pas la lutte contre le réchauffement climatique, qui enrichissent indûment des sociétés financières, qui, par l'argent dont ils bénéficient, réussissent à corrompre massivement des élus, à financer des associations environnementales pour nous faire croire qu'elles n'ont pas d'impact sur la santé. Il est temps de réagir. Il est temps d'arrêter cette imposture. Il est temps de la dévoiler et je suis heureux ce soir d'avoir été parmi vous pour vous alerter sur cette problématique qui, je l'espère, est une problématique qui va être dans le grand public, qui va être dévoilée
pour que nous en sortions, que nous arrêtions cette installation des machines, et surtout qu'à échéance 10 ou 20 ans, nous demandions la désinstallation massive des éoliennes de notre environnement. Merci de votre accueil ce soir. Merci beaucoup, M. Goulet. Vous avez fait vous avez dressé un tableau tout à fait complet du problème éolien dans ses diverses implications, effectivement faussement écologiques, financières et économiques. Je voudrais, si vous permettez, ajouter quelques éléments très simples. Le problème de l'énergie est le premier besoin de l'humanité. La première chose dont l'homme préhistorique a eu besoin, c'est du feu pour faire cuire les aliments. Et, alors, évidemment, on va faire un grand saut. Dans notre économie contemporaine, on mesure les progrès d'une économie à l'augmentation de la consommation d'électricité. C'est un des indicateurs indiscutable de la progression de l'économie. Il faut donc, l'électricité est devenue une des formes, pas la seule, de production de l'énergie, et la France a eu la chance d'avoir dans les années 70 quelques gouvernements particulièrement courageux, avec un homme dont on ne parle jamais, qui a été un grand Premier ministre, qui était Pierre Messmer, et qui a décidé de lancer en France un programme de construction de centrales nucléaires très ambitieux. C'était le plus ambitieux au monde. Il a eu la chance de tomber à ce moment-là sur un certain nombre de très grands patrons d'une très grande entreprise qui s'appelait EDF. Malheureusement, il s'est développé aussi en France une forte contestation anti-nucléaire. Ce sont les partis dits écologistes, ils ne sont pas plus écologistes que moi, ils sont probablement moins, ils sont simplement anti-nucléaires. Et tout ce que vous entendez dans la bouche des partis écologistes, c'est de la propagande anti-nucléaire, qui n'est pas une propagande qui vient comme ça par hasard. Je serais curieux de savoir d'où vient l'argent qui finance les activités de Greenpeace. Parce que quand vous voyez le train de vie de Greenpeace, quand vous voyez le train de vie de WWF, on peut se demander d'où vient l'argent. En fait, on le sait. Voilà, je vais vous répondre. Greenpeace, il y a eu un livre de M. Kirlizin qui évoque un mercenaire vert. Ce n'est pas mon propos, c'est le sien. Greenpeace a un double intérêt. D'un côté, c'est une ONG de lutte contre le nucléaire. De l'autre côté, donc son bras droit fait de la propagande antinucléaire, mais son bras gauche est actionnaire d'une société Greenpeace Energy qui fait du développement éolien. Donc elle est intéressée financièrement par le développement de l'éolien et par la baisse de compétitivité de notre industrie nucléaire. Par ailleurs, l'auteur que je cite dans mon bouquin, Greenpeace est partenaire de Vestas, le plus grand fabricant mondial d'éoliennes, et aurait, selon l'auteur de Greenpeace, le livre sur Greenpeace, mis en place des partenariats avec Greenpeace pour mettre en place des opérations de communication pour lutter contre l'action des anti-éoliens au travers du monde. Donc vous voyez, on est là quand même dans quelque chose d'assez grave. Ce que vous soulignez est très très important. Et moi, j'ai écrit un livre sur l'éolien, j'ai pas écrit un livre sur le nucléaire. Je me garderais bien d'opposer l'un à l'autre parce que vous avez des anti-éoliens qui sont pro-nucléaires, d'autres anti, de tout parti politique, etc. Donc je n'opposerai pas. Je pense que l'éolien, par rapport à la question de savoir si l'éolien va sauver la planète, ma réponse est non. Après,
on aura des économies qui nous permettra de faire de la recherche et développement. Je pense qu'avec les 133 milliards d'euros qu'on s'apprête à dépenser, on peut en débloquer quelques-uns. En outre, je suis assez optimiste puisqu'on a quand même eu un prix Nobel de physique qui vient quand même de régler la question des déchets nucléaires. Personne n'est au courant, mais quelqu'un qui s'appelle Gérard Moureau, qui a eu quand même le prix Nobel de physique pour ça, et quand j'en ai parlé à la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, elle était à peine au courant, et il a quand même eu le prix Nobel de physique. Il transforme les déchets nucléaires qui sont radioactifs pendant 1 million d'années en 30 minutes par les lasers. Il a eu le prix Nobel de physique pour ça quand même l'année dernière. Bien, alors, le second point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le fait qu'on parle de la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Eh bien d'accord. Vous avez même parlé de Don Quichotte. Moi, l'association que je préside s'appelle Cervantes, tout le monde aura compris pourquoi. Bien qu'ancien fonctionnaire, je n'ai absolument pas peur d'affronter l'administration. Alors, une lutte contre le pot de terre, contre le faux fer, eh bien soit. Allons-y. Je pense que par la multiplicité des associations, par leur combativité, par l'ensemble des grains de sable, parce que le pot de terre, quand on le réduit à pas grand-chose, il reste tout de même des grains de sable. Eh bien, ce sont probablement ces grains de sable, des pots de terre, qui vont contrarier assez durablement et assez fondamentalement la progression de l'industrie l'industrie éolienne. Je pense aussi que malheureusement dans ce combat que nous menons, les pouvoirs publics et les administrations de l'État, loin de tenir une ligne impartiale, ont pris un parti, et que qui est celui de l'éolien. Et que dans tous les conflits qui nous opposent, qui vous opposent, aux promoteurs éoliens, il faut que vous sachiez que les administrations de l'État sont vent debout contre vous. Bon. Ils sont contre vous parce qu'ils en ont reçu l'ordre, bien évidemment. Ça n'en est pas moins inquiétant. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'on obtient tout de même des résultats. Moi, ça fait plus de 3 ans que j'ai bloqué avec des recours devant le tribunal administratif de Rouen le parc éolien de Taute. Il se fera quand même. Je n'ai aucune espèce d'illusion contre la préfecture, contre la préfète, préfète de région, a distingué Madame Klein, qui s'est dit depuis, qui a excédé une certaine célébrité pour autre chose. Contre le tribunal administratif. Moi, je n'hésite pas à dire que le tribunal administratif de Rouen, je le dis et j'aimerais le dire à la presse, dès que l'occasion m'en sera fournie, oui, c'est madame que je vise. Le tribunal administratif de Rouen ne respecte pas les procédures et n'hésite pas à trancher de manière totalement partiale et injustifiée en faveur des promoteurs éoliens. Moi, ça m'est complètement égal, vous savez, j'ai rien à gagner à mon âge, tous les combats ont été livrés. Alors, c'est un élément qui est également très important et qui doit être très encourageant. Autre élément qui est encourageant, c'est que quand on regarde, oui, je sais bien, vous n'arrêtez pas de me réduire ma part, mais, non, mais attendez, savoir. Bon. Il faut aussi savoir que dans un certain nombre de pays qui s'étaient lancés aventureusement dans l'éolien, il y a un rétropédalage absolument extraordinaire. Regardez la Californie. Il y a, paraît-il, une éolienne arrêtée en Californie. Ça doit être un chélis. Je n'ai pas les moyens de me payer le voyage pour aller en Californie, mais c'est tout de même extraordinaire. L'Allemagne, soi-disant, enfin, champion du nucléaire, est en train de rétropédaler. Le Danemark est en train de rétropédaler. Alors, évidemment, les Français, nous, là-dessus, on a 3 métros de retard. On est partis les derniers, mais on va être les derniers à arrêter l'éolien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais je pense que là, il faut que nous soyons d'abord tous solidaires. Moi, je soutiens tous les combats
contre l'éolien, parce que je ne suis pas seulement pour le fait qu'il n'y ait pas d'éolien chez moi et en tolérant qu'il y en ait chez le voisin. Non, non. L'éolien est une mauvaise solution, vous l'avez dit. Il fournit 22 à 25% d'énergie en courant qui n'est d'ailleurs pas constant. En plus, c'est du courant de moyenne tension. Hein. C'est donc du courant qui ne se transporte pas. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Alors, personnellement, je suis prêt et je soutiens, avec mon ami Adam, nous soutenons tous les combats de ce genre. On n'a pas gagné. C'est un combat d'arrière-garde, mais regardez la retraite de Russie. La plaine de Russie est longue, et bien le combat de l'éolien sera au moins aussi long que la plaine de Russie. Merci beaucoup. On va passer à un petit moment de questions-réponses, si jamais vous souhaitez, si vous avez des questions. Merci. Bonsoir. Éric Valbaum, je viens de Varangeville-sur-Mer. J'aurais voulu que vous nous donniez quelques précisions pour qu'on comprenne un tout petit peu plus ce que c'est que votre facteur de charge. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. Vous savez qu'on est sous le joug en ce moment d'un gros parc éolien en face de Dieppe-le-Tréport. On a pu, grâce à la barge qui a servi à faire les sondages, on a pu juger de la côte à quel endroit allait se placer ce parc éolien. Or, à toutes les manifestations qu'on a eues sur Dieppe et ailleurs, les promoteurs nous ont expliqué que tout ça c'était très bien, que ça allait très bien marcher, que c'était très écologique, blablabla, blablabla. Les discours que vous avez conduits. J'ai posé plusieurs fois la question de savoir s'il était possible d'obtenir les moyennes de vent disponibles pour faire tourner ces éoliennes. Parce que partout où on va, partout où on pose des questions, c'est vraiment la valeur qu'il est impossible de savoir, impossible. Or, il se trouve que dans les maigres recherches que j'ai faites, je me suis aperçu qu'il existait, en particulier du côté d'Amiens, des parcs d'éoliens qui étaient en perte à l'heure actuelle, qui sont en vente. On essaye de les fourrer aux Japonais et aux Chinois, parce qu'ils sont en perte, parce qu'il n'y a pas assez de vent. Alors, est-ce que l'histoire de votre facteur de charge, là, est-ce que ça prend en compte cette histoire de vent ou pas? Bien sûr. Alors, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas assimiler si vous voulez, le fait qu'ils vont faire des études des vents avec le facteur de charge, parce qu'en fait, ils vont faire que des évaluations. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous évoquez. Donc, le facteur de charge moyen, 22% pour l'éolienne en terre. Pour les parcs éoliens marins allemands, on a les facteurs de charge des parcs éoliens marins allemands en mer du Nord, 40% de facteur de charge. Alors nous, on nous avait annoncé 60% à Noirmoutier. Là, tout récemment, pour certains parcs éoliens en mer, il y a Ostred, je crois, qui vient de dire que leurs évaluations avaient été surestimées. Donc ils viennent de faire parce qu'en réalité, le facteur de charge ne peut être véritablement calculé que lorsque vous avez 1 an, voire 2 ans d'exploitation. Vous pouvez très difficilement faire une évaluation de facteur de charge avec des prélèvements ou vous voyez, c'est très difficile de fixer un facteur de charge, et donc leur estimation est en général surestimée. Donc le plus intéressant, c'est le facteur de charge qui a été évalué sur le rapport entre la production d'électricité réalisée par rapport à la capacité maximum de production théorique, et là c'est 40% en moyenne, ce qui est quand même assez faible, hein. Alors a priori, globalement, plus les éoliennes seraient éloignées de la côte, si vous avez des éoliennes par exemple à 50 km sur des flotteurs, le facteur de charge est a priori supérieur, parce qu'en haute mer, là le facteur de charge est supérieur. Mais pour répondre à votre question, effectivement, vous allez avoir difficilement la réponse à votre question. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'on est en train de faire des sociétés pour lesquelles on ne fait pas
de compte prévisionnel de Oui. rentrée d'argent, hein, Oui. alors que toutes les sociétés, enfin, Mais je vais vous offusquer encore plus. 20 personnes ici, tout le monde est obligé de mettre sur la table des comptes prévisionnels. Bien sûr. Là, il n'y a absolument aucun moyen d'obtenir un compte prévisionnel, et vous nous dites qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas capable de mesurer le vent. Disons qu'à mon avis, ça a été tout à fait prouvé par ce parc éolien en mer qui a été installé en mer du Nord, où ils ont dû, par rapport à leur estimation, dire que c'était bien moindre que leurs estimations. En revanche, je vais encore vous offusquer encore plus concernant le parc éolien du Tréport, parce que j'étais l'autre jour au Tréport pour la présentation d'un film de Pascal Yernaud, qui a fait un Belge qui a fait un film sur le marasme des pêcheurs de Dieppe au Tréport, et pour Noirmoutier, puisqu'en fait, les actionnaires des parcs éoliens en mer du Tréport et ceux de Noirmoutier et de l'Île-Dieu sont les mêmes. Alors non, et c'était Engie. Aujourd'hui, les actionnaires de ces deux centrales éoliennes sont à hauteur de 30% un consortium chinois et à hauteur de 30% un consortium japonais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les deux centrales éoliennes de Dieppe-le-Tréport et de Noirmoutier appartiennent à un consortium sino-japonais, à hauteur de 59%, de presque 60%. Engie est devenu minoritaire dans le dossier. Donc l'argent, les subventions que j'ai évoquées tout à l'heure, les 30 milliards d'euros d'argent qu'on nous prend sur notre facture d'essence et d'électricité, viennent financer les bénéfices d'entreprises étrangères et non européennes. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éoliennes pratiquement dans la région Île-de-France? En tout cas dans les Yvelines, il n'y en a pas. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de vent. Il y a des projets. Ah bon? Oui. Eh bien, il tarde à Alors- venir. Parce que là où il y a des bobos, des bourgeois, hein, c'est marrant, il y a beaucoup moins d'éoliennes. Alors, Ici, c'est pas gênant, c'est le pauvre fond paysan. Hein. alors, Vous soulignez, je vais répondre à... Je vais vous répondre, c'est le sujet de mon introduction, parce que c'est très très intéressant ce que vient de nous dire. La première chose, c'est quand même à l'attention de Brigitte et du président Macron. Vous êtes les premiers anti-éoliens de France. Vous avez réussi, Monsieur le Président, la plus grande victoire anti-éolienne, puisque dès votre élection, à la demande de Madame Osière, donc fille de Brigitte Macron, vous avez obtenu l'arrêt du projet de parc éolien au large du Touquet. Donc, nous ne pouvons que nous enorgueillir d'avoir parmi les anti-éoliens la première dame de France et le président de la République, et on leur demande conseil. Comment avez-vous fait aussi vite pour éviter ce parc éolien? Parce que nous, on en met du temps. Donc, si vous ne voulez pas d'éoliennes dans votre jardin ou dans votre coin de mer, Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous les imposer aux autres et à vos concitoyens? Monsieur le Préfet, si le Président n'en veut pas chez lui, pourquoi il l'imposerait chez vos concitoyens? Je le dis pour les agents qui sont chargés de répercuter ce que je dis ce soir à la préfecture. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Après, vous soulignez quelque chose d'important, c'est que cette rupture sociologique, ce mépris de classe, les ruraux, les gens de la mer, doivent subir les nuisances. On doit leur dire d'aller mettre de l'essence diesel parce qu'ils doivent rouler. On va leur dire, ben, puisque vous êtes polluants, vous allez être taxés. Et nous, dans les centres urbains, on a des transports en commun, on a toute une logistique qui permet que l'on vive décarboné. Et donc, on a ce paradoxe et cette contradiction entre deux mondes, je le dis notamment puisque je suis élu d'un grand centre urbain, et c'est pas dans le château de Versailles qu'ils vont mettre des éoliennes, ni des panneaux photovoltaïques. On voit bien l'incroyable mépris que peuvent avoir ces écolos bobos, ces gens d'Europe Écologie Les Verts,
qui font la leçon au peuple de France, aux ruraux, aux gens de la mer. Il faut sauver la planète. Vous devez subir l'installation des éoliennes. Vous êtes égoïste si vous ne voulez pas d'éoliennes chez vous. Mais dans le monde urbain, il n'y aura pas d'éoliennes. Il n'y a pas de panneaux photovoltaïques. On bénéficie de cette électricité qui est envoyée par ce réseau de milliers de lignes à haute tension, puisqu'en fait on doit augmenter les lignes à haute tension pour accorder la production électrique de ces éoliennes aux grands centres urbains. C'est inacceptable. Et cette rupture sociologique, elle ne peut plus durer. Cette leçon dont va sauver le climat, nous ne pouvons plus l'accepter. Et cette crise des Gilets jaunes, qui a été quand même une crise forte de cette rupture sociologique, se retrouve dans ce combat que nous menons contre la destruction de nos cadres de vie. Et ça, c'est ça qui est fondamental dans notre combat. Pourquoi vous, d'Europe Écologie Les Verts, en quel nom vous prétendez que vous allez détruire notre cadre de vie au nom de l'écologie? Vous allez détruire notre bien-être, notre santé, notre environnement, nos paysages, parce que vous avez décidé que vous deviez bien vivre dans les quartiers urbains avec votre bonne conscience écologique et que les autres devaient subir les nuisances réalisées par cette électricité au nom de cette bonne conscience écologique. Et c'est là où c'est très très grave. C'est là où c'est très très grave. Et je le dis parce que je sens la colère dans la France entière monter à ce sujet-là. On en a assez des Greta Thunberg donneuses de leçons de morale qui viennent nous expliquer que la France est un mauvais pays alors qu'on est le pays le plus décarboné au monde. Non mais attendez, là, ça va. De quel droit se permet-elle d'avoir ce mépris et cette arrogance vis-à-vis de notre pays? Et de quel droit nous stigmatise-t-elle à New York alors que nous sommes un des pays les plus vertueux? Donc voilà, je crois que vous pointez du doigt la crise démocratique que nous vivons actuellement et qui est pour moi une crise démocratique et une crise sociologique et une crise politique. Et si on n'y prend pas garde, ça va très très mal se passer. Bonjour, je m'appelle Christine Etcheto et j'habite près de Bolbec. Nous allons avoir la joie d'avoir, pour commencer, 4 éoliennes, mais je sais qu'il y en a 12 qui sont prévues. Alors j'ai plein de questions, mais on parlait du facteur de charge, et j'ai beaucoup cherché à me renseigner sur le facteur de charge. J'ai constaté que à Velette, donc Velette c'est Saint-Valery-en-Caux, le facteur de charge c'est 37%, et en Corse, il est de 8%. Il y a des éoliennes en Corse. Quel est l'intérêt d'avoir des éoliennes en Corse? C'est que c'est rentable quand même. Et alors, la question c'est, est-ce qu'on peut savoir le rapport, le facteur de charge qu'il y a en Seine-Maritime? J'ai cherché partout sur Internet, j'ai pas trouvé, j'aimerais bien trouver. Les facteurs de charge, moi sur la France c'est sur RTE, oui. On a même les facteurs de charge de pays étrangers, mais on n'a pas facilement les facteurs de charge, mais c'est vrai que... On s'en fout, mais pas tant que ça, parce que l'argument par exemple d'Engie, c'est de dire, alors ça aussi c'est important de le savoir, ils disent voilà, tant d'éoliennes va fournir de l'électricité à tant de foyers. Et comme j'ai dû lâcher mes cheveux un peu trop tôt, j'ai été voir mon maire préféré en disant écoute, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, c'est pas du tout tant de foyers, parce que eux, quand ils calculent l'électricité pour tant de foyers, ils ne mettent que l'électricité installée, c'est-à-dire sous la capacité installée. Oui. Ils ne comptent pas le chauffage. Le chauffage, c'est 40% déjà de la consommation. Il y a effectivement donc, ils montent en permanence. Bien sûr qu'ils montent en permanence. Donc, dès qu'ils disent quelque chose, il faut trouver où bas blesse, quoi. Oui. Et donc, malheureusement pour moi, j'ai dû le dire un peu trop tôt, parce que là, ils viennent de changer leur fusil d'épaule, et ils ont dit, voilà, ça va fournir l'électricité à 9000 personnes. Et je n'arrive pas à trouver comment ils ont trouvé ça. Rien à faire.
Et je suis sûre que c'est faux. Là, c'est très compliqué parce que c'est leur communication et c'est. Voilà. Ils ne vous donneront pas l'information, donc là, c'est impossible. Autre chose, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour leur foncer dans le tas, quoi. Ah ben, et je crois que le mode d'emploi, il est d'abord là. Il est d'abord là parce que vous avez en un livre 10 chapitres qui vous donnent tous les éléments de compréhension globaux du problème. Sur le mode d'emploi, il y a le recours devant le tribunal administratif. Mais, dans son grand souci démocratique, le gouvernement a décidé. Vous savez qu'il y a un droit fondamental des citoyens français qui est celui de l'accès à une justice administrative gratuite. Vous avez tous le droit d'attaquer des décisions de l'administration de manière gratuite, c'est-à-dire sans avoir recours à un avocat, parce que dès que vous appelez un avocat, je suis désolé, c'est normal, il se fait payer, c'est au moins 10 000 €, je suppose, enfin, c'est dans ces eaux-là. Ce droit à une justice gratuite implique que vous fassiez un recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire que vous demandez au tribunal administratif de dire oui ou non. Il ne vous dit pas pourquoi, mais il vous dit oui ou non. Or, ce droit vient d'être supprimé. C'est-à-dire que maintenant, les recours, pour ce qui concerne les éoliennes, maintenant, pour ce qui concerne les éoliennes, le tribunal administratif n'est plus la voie de recours de première instance. Il faut aller directement à la cour administrative d'appel et il faut donc prendre un avocat, en plus un avocat agréé, devant la cour administrative d'appel. C'est-à-dire que maintenant, pour faire un recours, la possibilité du recours gratuit a été supprimée. C'est un scandale démocratique. Moi, je ne sais pas à le dire. C'est une violation de l'esprit de la loi. Hein. Et d'ailleurs, la Fédération de l'environnement durable, dont nous faisons partie, mon ami Adam et moi, et un certain nombre aussi, madame, a déposé un recours devant le Conseil d'État. Je ne comprendrai pas que le Conseil d'État n'annule pas cette disposition. Elle est scandaleuse. Bien sûr. Juste pour vous dire, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails de tous les dossiers, il y a derrière, vous avez Hervé Texier de Belle Nature Environnement qui est là, vous pouvez échanger sur des questions un peu précises, techniques, parce qu'il faut qu'on essaye d'aborder les questions sous l'angle plus global. Bonsoir. Voilà, je me présente, M. Dubos, j'habite à Ambrand-Béville. Je manifeste un petit peu aujourd'hui parce que je profite de la situation et heureusement qu'on a des gens comme vous pour nous représenter quand même. Moi, je m'occupe beaucoup des oiseaux. Alors, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas tout enseigner. Moi, je suis pour... Alors, c'est prévu, normalement, parce qu'un jour ou l'autre, la génération jeune n'est pas là aujourd'hui. Et on voit tout un tas d'espèces d'oiseaux migrateurs qui est en train de disparaître avec tous ces cochonneries-là qu'on a en face de nous. Moi, je suis sur un site où il y a déjà 3 éoliennes sur cœur, et on est en train de faire un prolongement sur Ambrand-Béville de 3, et éventuellement il y en a toujours 6 qui sont encore à l'étude derrière. J'ai été voir le maire, celui-ci m'a viré de la mairie, parce qu'il n'a pas apprécié, parce que je lui ai dit, il m'a dit oui, mais avec l'État maintenant on n'a plus de subvention, donc il faut bien qu'on touche de l'argent. Voilà, alors moi je dis une chose, on est en train de détruire tout un tas de systèmes pour l'argent. Et vous savez pourquoi faire l'argent? Je m'excuse mesdames, je n'ai pas rien à voir. Mais il m'a dit, bah, comme ça ces dames pourront faire du yoga, de la danse et tout ça gratuitement. Alors est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a mis des mâts, alors moi je ne comprends pas, sur le plan européen, on a une voie migratrice où c'est situé, c'est catalogué et tout, et on fait en plein sur la voie migratrice, on va mettre des éoliennes. Alors moi ce que je veux bien ce mot, biodiversité. Alors, biodiversité, c'est employé pour ça fait bien. Hein. Ça fait, vous savez, ce mot-là, on l'emploie aussi pour la chasse, pour tuer des animaux. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, moi, je dis biodiversité, ils m'ont dit, oui, mais on va vous mettre 3 éoliennes, et on va vous faire plus de 100 mètres de haies pour les oiseaux. Je trouve ça complètement débile. Je demande aux gens, ceux qui sont randonneurs, qui font des d'aller au pied des éoliennes, parce que je me suis fait foutre dehors par des cultivateurs,
vous allez voir le nombre d'oiseaux qui sont morts, mais pas par les balles, c'est par la déflagration, le souffle qui fait exploser l'intérieur de leurs organes. Alors moi je trouve ça lamentable. Alors, vous avez parfaitement raison, monsieur, de souligner l'impact des éoliennes sur le monde des oiseaux. C'est un aspect que j'ai longuement développé dans le chapitre 4 de mon livre. Il y a de nombreuses études internationales sur le sujet. Et figurez-vous que la Ligue de protection des oiseaux fait des partenariats avec les promoteurs éoliens. Oui, tout à fait. Et même CO Bird, grande ONG espagnole, est financée par la fondation Iberdrola. Avant son financement en 2012, elle a fait une alerte sur les millions d'oiseaux qui étaient tués par les éoliennes. Depuis qu'Iberdrola, la fondation Iberdrola finance CO Bird en Espagne, il n'y a plus une seule alerte sur le sujet. Il y a des chiffres édifiants. CO Bird de l'île de Man a fait une étude sur l'impact sur les oiseaux marins. Je mentionne les résultats de cette étude. Entre 75 et 50% de pertes. La presque disparition du puffin des Baléares, qui est un oiseau en risque majeur d'extinction. Et toutes les études mondiales le montrent. 2 grands impacts des éoliennes sur le monde des oiseaux. L'effet des pales qui tourne effectivement à 250 à 300 km/h sur le Milan royal, qui est un des oiseaux les plus impactés par les éoliennes. Étude en Inde par une universitaire indienne, 75% de pertes de Milan royaux. Les rapaces, énormément de pertes de rapaces dans le monde entier. Les chauves-souris, tellement indispensables. Voilà, étude internationale en Nouveau-Mexique, universitaire, spécialiste des chauves-souris, centaines de milliers de chauves-souris qui disparaissent. Donc, l'impact des pales, première cause, et deuxième cause, les impacts sur les habitats. C'est-à-dire que là où on installe des éoliennes, ça détruit la capacité d'habitat des oiseaux. Et ça pourrait être encore plus impactant sur la disparition des espèces d'oiseaux, selon le rapport de la LPO. Là-dessus, pour la LPO c'est très compliqué parce que vous avez une association nationale et des associations locales. Moi, j'ai découvert que certains colloques étaient organisés de la LPO en liaison avec les syndicats de promoteurs éoliens. Dans le rapport du colloque, il est mentionné qu'ils ont de longues relations avec les promoteurs éoliens. Pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc si vous voulez, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est qu'effectivement, les éoliennes ont énormément d'impact sur le monde des oiseaux. C'est une catastrophe écologique. Alors que Greenpeace ne vienne pas nous dire que ça va sauver la planète. Si c'est pour tuer de manière massive le monde, la biodiversité, comme vous l'avez gentiment exposé, si c'est pour détruire les oiseaux, si c'est pour détruire les rapaces, si c'est pour détruire les écosystèmes. Et d'ailleurs, un article anglais titrait « Les éoliennes seraient-elles devenues le nouveau rapace des sommets ?» Voilà, c'était un joli titre, je trouve. Et effectivement, il faut s'insurger, et je partage votre colère. Et on peut rajouter pour le monde marin les échouages de baleines liés aux infrasons, parce qu'il y a, là où il y a des parcs éoliennes en mer, il y a des échouages massifs de baleines, parce qu'elles sont perturbées par les infrasons des éoliennes à cause de leur sonar. Donc vous voyez, c'est loin d'être anodin. Sous prétexte de sauver la planète, sous prétexte d'écologie, on détruit la nature et nos écosystèmes. Y a-t-il d'autres questions? Hervé Texier a besoin d'intervenir. Oui, merci. Je voudrais simplement souligner à propos des oiseaux que le groupe ornithologique normand, qui est plus en place que la LPO sur la Normandie, reçoit énormément d'argent de la part des promoteurs, puisqu'ils font toutes les études préalables pour les études d'impact. Alors ça, il faut savoir, le groupe ornithologique normand n'est pas plus innocent que la LPO. Par contre,
je tiens à souligner que le groupe Mammalogique Normand fait des recours contre les promoteurs pour défendre les chiroptères, plus que chauves-souris. Et ça, c'est un point important à savoir. C'est-à-dire que si vous avez des projets éoliens dans votre coin, faites appel au groupe Mammalogique si vous avez des chiroptères présents sur le site. Et qui revient sur les chauves-souris. Qui va assurer la dépose en fait à terme de l'éolienne? Alors, la structure et le bloc béton. Alors ça c'est Ça vient qui et qui assure voilà. Alors, ça, c'est une très très bonne question. Alors, dans les éléments de langage des promoteurs éoliens, ils nous précisent que 95% est recyclable, selon eux, sans sourcer, d'ailleurs, leurs informations. La caution est de 50 000 €. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure pour effectivement ces 50 000 €. A priori, on est plutôt sur plusieurs centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, même les promoteurs éoliens ont accepté quand le gouvernement a dit qu'il fallait aller augmenter la caution. Quand on regarde la structure financière des promoteurs éoliens, chaque centrale éolienne appartient à une petite structure. On a même découvert que dans certains endroits, chaque éolienne appartenait à une structure. Bon, une petite éolienne appartient à une structure, le centre éolien, la centrale éolienne peut appartenir à une plus grosse structure, qui appartient à une holding française, qui appartient à une holding luxembourgeoise, et qui appartient à quelque part. Les petites entités en France sont structurellement déficitaires. Vous n'avez jamais de structure propriétaire d'éoliennes faisant de l'argent. Jamais. Donc vous imaginez bien que quand il n'y aura plus de subventions aux éoliennes, les fameux 100 milliards qu'on espère bien faire tomber, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui est en train de se passer en Allemagne. Les entités font faillite. Si l'entité fait faillite, la holding, dans un paradis fiscal quelconque qui existe toujours, eh bien, vous n'avez plus d'interlocuteur. L'éolienne, elle est sur place. Elle appartient à qui? Elle appartient au propriétaire du terrain. Donc, c'est lui qui est propriétaire de l'éolienne. Donc, si un jour il doit la désinstaller, ben, ce sera à sa charge. Sans compter que les baux amphithéotiques qu'ils font signer aux agriculteurs qui croient qu'ils vont toucher, alors ils touchent 5 000 € par an, hein, 5 ou 10 000 en fonction. Bon, s'ils ont plusieurs, ils touchent, voilà. Mais le jour venu, quand ce sera fini tout ça, ça va coûter combien de désinstaller les éoliennes? Et pourquoi les petites filiales sont structurellement déficitaires, selon vous? Il y a des raisons. Alors, si vous permettez, il y a un exemple. À côté, vous savez, entre Tôtes et Saint-Victor-l'Abbaye, hein, il y a un chantier. Là. Bon. La société qui a obtenu une autorisation l'a déjà revendue. Ils n'ont même pas commencé les travaux. Ah oui. Ils l'ont déjà revendue. Alors, par contre, maintenant, déjà, ils s'en lavent les mains. Et les propriétaires qui, effectivement, vont être amenés, vont être conduits à démonter à leurs frais les installations, certains ne le pourront pas. Et quand ils ne le pourront pas, c'est la commune qui paiera. Ou la Comcom. Et pour terminer sur les baux, Et ça coûte à peu près, en gros, hein, 500 000 €, hein, le démontage du navire. pour terminer sur les baux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on implique et on intègre toute sa descendance. Exactement. Et oui. Et oui. Toute sa descendance. Et oui. Ça, c'est intéressant. Voilà, bah écoutez, on termine sur ça. Je voulais vous remercier d'être venus tous et aussi passionnés que nous. J'espère que la présentation de Fabien et l'intervention de notre préfet adoré aura contribué à vous faire comprendre un peu plus le pourquoi de notre engagement. Vous trouverez dans la salle en vente, bien entendu, le livre de Fabien, qui se fera un plaisir de le dédicacer et de partager cette fin de soirée autour d'un verre. Merci, bonne soirée et à très vite peut-être.